Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tir du missile Kinjal, le fameux missile hypersonique par l'armée russe. Je vais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est que ce missile, comment on l'utilise, est-ce qu'il est interceptable, est-ce qu'il y a des équivalents, on va dire, dans les arsenaux occidentaux. Ensuite, nous allons regarder la frappe qui a été faite, des images ont été communiquées, et ensuite, nous réfléchirons à est-ce que c'était une bonne idée ou pas de l'utiliser, qu'est-ce que cela nous apprend sur le conflit à l'instant T. Tout ça après le jingle. Il y a deux grandes familles de missiles. Vous avez les missiles balistiques, grosse accélération initiale, ça part vers le ciel, ça sort de l'atmosphère, il y a plus de 3 minutes de propulsion. Ensuite, ils sortent donc de l'atmosphère, ils prennent une trajectoire balistique. Ils vont venir chercher leur cible, descendre, accélérer sur la phase descendante, se guider et venir impacter la cible. Donc ça, c'est un missile balistique. Ensuite, vous avez le missile de croisière qui est tiré d'un navire, du sol ou d'un aéronef. Le missile part et propulsé. La propulsion a lieu pendant quasiment tout le long du vol. Vous êtes généralement sur des missiles subsoniques, autour de 80% de la vitesse du son, qui peuvent se balader à très basse altitude, qui peuvent faire de multiples évolutions, contrairement aux missiles balistiques, et qui vont venir attaquer la cible avec souvent des manœuvres terminales. Un missile balistique est facile à intercepter dans la mesure où sa trajectoire est prédictible. Un missile de croisière est facile à intercepter dans la mesure où il ne va pas très vite, autour, comme je vous le disais, de Mach 0,8. Pour se défendre, le missile balistique a souvent des sous-munitions ou des leurres, c'est-à-dire qu'au moment où il rentre, il y a une multitude de petites cibles qui sortent et il faut donc toutes les intercepter pour avoir une chance d'intercepter la bonne. Pour ce qui est du missile de croisière, il va voler très bas, il va faire des manœuvres évasives, ce qui va rendre son interception plus complexe. Les Russes ont inventé le missile hypersonique qui est un mix un petit peu entre les deux. Vous allez avoir une très haute accélération entre Mach 8 et Mach 12. On parle d'hypersonique à partir de Mach 5. Ensuite, derrière, vous allez avoir une trajectoire de vol pilotée où il va pouvoir manœuvrer. C'est-à-dire que plutôt qu'être facilement interceptable, vous connaissez facilement sa trajectoire future comme un missile balistique, il va pouvoir faire des manœuvres, ce qui va rendre très compliqué son interception parce que le missile intercepté qui part en interception, il n'aura plus l'allonge nécessaire pour aller chercher la cible ou il ne va pas assez vite. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Maintenant, ce qu'il faut bien voir avec ce missile Kinjal, qui veut dire DAG, qui a à peu près 2000 km de portée, c'est qu'il peut emporter soit une tête conventionnelle d'à peu près 500 kg d'explosifs, soit une tête nucléaire, un petit peu comme les missiles nucléaires français, la SMPA, de 100 à 500 kilotonnes. Vous pouvez l'utiliser depuis un MiG-31K, qui est un avion de chasse qu'on appelle le Foxhound, qui fait entre 21 et 46 tonnes, qui monte à Mach 2,8 au maximum, depuis un avion bombardier type le Tu-22M3 Backfire, supersonique également, Mach 1,8, 58 à 126 tonnes, ou alors, à terme, le Sukhoi 57 Felon, qui est leur avion de chasse furtif en interne, avec une masse d'entre 18 et 35 tonnes pour Mach 2,4. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'heure actuelle, en Occident, si vous regardez les missiles de croisière, vous avez le Tomahawk et le Scalp. Alors, il y en a d'autres, mais je vous cite les deux principaux. Le Scalp, c'est français, ça fait entre 1 tonne 3, ça fait 1 tonne 3, Mach 0,8, 450 kg d'explosifs. Un Tomahawk américain, c'est 1 tonne 2, 450 kg d'explosifs également. Mais en croisière, si vous regardez la masse et la vitesse d'une DAG, d'un Kinjal, eh bien ça va à peu près 12 fois plus vite et ça fait 3 fois le poids, parce qu'il pèse plusieurs tonnes le Kinjal. Donc vous avez à l'instant donné en croisière à peu près 430 fois plus d'énergie pour ce missile hypersonique, et c'est ça leur avantage, c'est qu'au moment de la phase finale, il aura également beaucoup plus d'énergie, et E égale mc2, la masse et le carré de la vitesse, cette énergie a un effet cinétique, cette énergie a un impact forcément sur la cible.
Le missile Kingjal, il a été annoncé en 2018, hein, ça fait pas très longtemps. Premier tir dans l'Arctique, ça aurait été en 2019. Ils auraient refait un tir d'entraînement le 19 février 2022, là, dans le nord de la Russie. Et il aurait été utilisé en juin 2021 en Syrie, donc il serait déjà combat proven. Pour pouvoir être mis en œuvre, il faut une unité spéciale de MiG-31K, ce qui veut donc dire que ce missile, probablement disponible en seulement quelques dizaines, au maximum centaines d'exemplaires, il n'est pas simple à mettre en œuvre. Il faut des préparateurs de mission, il faut le programmer, il faut lui dire où passer, comment faire, toutes ces choses-là en amont. Et ensuite, il faut un profil de vol particulier pour pouvoir l'accélérer et le délivrer à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de la cible. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, il y a un seul missile par MiG-31K. Donc vous voyez, c'est un missile que l'on tire au coup par coup. On n'en tire pas à 70 d'un coup. C'est compliqué. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va vouloir utiliser un Kingjal? Son gros avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas interceptable. Donc il va tellement vite, plus ses manœuvres terminales, ses manœuvres évasives, ça va être très compliqué de l'intercepter. Donc vous êtes quasi sûr qu'il va réussir à se frayer un chemin, même de manière profonde, en territoire ennemi. Donc pour ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, à cause de ce bilan énergétique, vous allez probablement vouloir l'utiliser pour des lieux très défendus. Par exemple, un dépôt de munitions, un abri anti-atomique, un centre de commandement. Le fait qu'il arrive avec beaucoup d'énergie, ça va lui permettre de rentrer plus en profondeur. Il doit avoir de bonnes performances d'un point de vue pénétration. Ensuite, pour ce qui est d'utilisation contre un porte-avions, ça a beaucoup fait parler. Il ne faut pas oublier que c'est un missile qui se déplace en croisière apparemment à 3,4 km par seconde. Donc les altérations de cap, c'est pas évident. Et même s'il freine sur la fin, je ne sais pas, mais je pense qu'il freine un peu pour mieux manœuvrer, eh bien il ne faut pas oublier qu'un porte-avions, par exemple si on prend le Charles de Gaulle, 261 mètres, ça se déplace à 50 km/h, ça peut virer assez sévère. Imaginez s'il arrive à 2,5 km par seconde, c'est pas évident de faire des corrections de cap. Donc en termes de guidage, ça va être très complexe. Et c'est pour ça que ce côté armement nucléaire peut l'aider. S'il devait être mis en œuvre contre des porte-avions, il est probable qu'il soit mis en œuvre avec de l'armement nucléaire de 100, 200, 300 kilotonnes. Pourquoi? Parce que même s'il ne tape pas le porte-avions, ça aura un impact. Et parce que l'utilisation d'armes nucléaires en mer, forcément, a moins d'impact pour les populations civiles que si vous tapez en centre-ville. Donc voilà. Donc on peut réduire ces difficultés en fait de targeting contre une flotte par l'utilisation d'armement nucléaire. Le point intéressant néanmoins, c'est quoi en termes de guidage? C'est qu'à ces vitesses-là, son guidage et sa manœuvrabilité va forcément être impacté. Il risque d'être guidé par des gyrolasers, par des systèmes inertiels et également par du recalage GLONASS, le GPS russe. Peut-être en phase finale par de l'électro-optique, je ne sais pas, forcément je n'ai pas l'information, mais c'est des choses probables. Alors ce missile Kingjal, il sort pas de nulle part, c'est une sorte de dérivé de l'Iskander qu'on appelle le Stone, qui fait 3,8 tonnes, qui a entre 480 et 700 kg de charge explosive, ou alors il peut prendre du nucléaire, qui a entre 50 et 500 km de portée et qui fait également du Mach 5,9. Il y en a beaucoup qui ont été tirés au début du combat, et un petit point intéressant, grâce à ces tirs, certaines personnes au sol se sont rendues compte qu'il embarquait des leurres de pénétration. Et les petits ronds qu'on voit derrière, là, eh bien, ça serait des leurres de pénétration, il y en aurait 6. Au moment où l'Iskander rentre, eh bien, il sépare ces petits leurres et ça force les défenses à devoir choisir, à devoir se dire, tiens, vous avez une batterie de Patriot, des Aster 15, vous avez deux US-300, vous allez devoir ouvrir le feu sur tout parce que vous ne savez pas où se trouve la charge militaire. Pour la petite histoire, je vous parlais de missiles balistiques, de missiles de croisière. Le croisière, pensez au V1 allemand. Et le V2, c'est un missile balistique, un 12 tonnes 5, 320 km de portée, 980 kg. Donc ça ne fait pas vraiment dans la précision à l'époque, mais voilà, ça a été amélioré depuis. Pour ce qui est de les intercepter, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a le plus de chances dans le futur, ce sont les lasers. Donc les lasers, à l'heure actuelle, vous avez différents pays qui travaillent dessus. Les Israéliens ont sorti le Laser Wall, ça fait à peu près 100 kW. Ça peut atteindre une cible légère à une vingtaine de kilomètres. Les Américains, ils ont l'Helios avec 60 kW qui peut détruire une embarcation légère ou un drone ou un petit avion. Ou le DE SHORAD, DE c'est pour Direct Energy, 50 kW, pareil, qui peut protéger deux drones. Il faut quand même savoir que d'après les calculs, pour abattre un missile de croisière, on a dit que c'était 420 fois moins d'énergie qu'un Kingjal, il faudrait dans les 300 kW. Donc technologiquement, nous n'y sommes pas encore, c'est une piste de réflexion. Mais voilà, c'est toujours invention d'une nouvelle arme, invention d'une parade. Ça prend toujours du temps et à l'heure actuelle, eh bien, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup de parades.
Donc nous avons vu que c'est un missile qui va très vite, qui est fait pour pouvoir pénétrer en territoire adverse, même si c'est défendu, qu'il a énormément d'énergie cinétique et qui va pouvoir pénétrer à travers du blindage par exemple. Pourquoi utiliser le missile Kinjal et pourquoi le médiatiser comme ça à la mi-mars 2022 en Ukraine? Dans un premier temps, je vous dis les bonnes raisons, ensuite je vous dis les contre-coups. La bonne raison principale, c'est peut-être un besoin tactique. Ils ont besoin d'aller dans l'ouest, c'était pour attaquer un dépôt de munitions, besoin d'aller attaquer ce dépôt de munitions très protégé, qui fait donc de la pénétration en territoire ennemi bien défendu, mais également à travers la couche de béton. Donc le Kinjal, au niveau des prérequis et des capacités, eh bien, ils cochaient toutes les cases, ils ont dit c'est dans un Kinjal dont nous avons besoin. Deuxième raison, ça pourrait être pour faire un test grandeur nature, s'assurer que tout fonctionne bien, faire marcher un peu les MiG-31K, et voilà, pourquoi pas, ça arrive de temps en temps. Ensuite, ça peut être pour faire le buzz d'un point de vue c'est pour ça qu'ils ont communiqué dessus. Donc ils se sont dit, il y a des livraisons en cours de S-300 aux Ukrainiens, ils vont se dire, on va pouvoir intercepter tous les missiles, on va leur prouver que non, nous avons la capacité à toujours atteindre la cible, quel que soit l'endroit en Ukraine. Là, c'était à 200 km de la frontière polonaise. Nous allons leur rappeler à tout le monde que nous savons faire. Comme par rapport aux Ukrainiens pour peut-être les amener à négocier, comme par rapport à l'Occident également, à un moment où la France a 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sur 4 en mer, où vous avez des interviews de porte-parole du gouvernement où on leur demande si les Français sont forcément protégés d'une attaque nucléaire et Gabriel Attal dit oui. Là, c'est un petit rappel que Kiev est à 2000 km de Paris, que le Kinjal a 2000 km d'autonomie. Donc ça peut être également une volonté comme ça de dire eh, regardez, nous avons une technologie qui nous permet d'augmenter l'intensité du conflit si nous le voulons. Vous ne pouvez absolument rien y faire. Donc ça, c'est une possibilité également. Donc cette recherche de buzz, de coûts médiatiques, surtout quelques jours après que on a vu des avions de transport militaires russes gouvernementaux partir un peu dans les bunkers, donc ça peut faire partie un petit peu de cette pression médiatique et politique, les deux étant étroitement liés. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte aux Russes cette utilisation d'un Kinjal? Eh bien, ça leur coûte un missile ou plusieurs missiles, c'est une ressource limitée et précieuse. À partir de là, s'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser, c'est toujours dommage de les gâcher. Ça offre de l'information à l'OTAN et je pense que c'est ça le plus gros contre-coup, c'est que ça donne beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'avions, de renseignements, de guerre électronique, tous les satellites qui regardent. Ça leur permet de suivre un Kinjal, de voir à quoi ressemble sa trajectoire de manière à mieux préparer eh bien, des armes qui sauraient faire face au Kinjal. Ensuite, derrière, vous prenez risque à ce que l'effet militaire ne soit pas celui attendu. Peut-être qu'à l'impact, ça n'a pas fait ce qu'ils souhaitaient. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde se dit « Ah, bah en fait, on a plus peur du Kinjal, ça marche pas très bien, ou il a tapé à 400 mètres de là où il devait taper. » Voilà, en nucléaire peut-être, mais en pas nucléaire, il ne sert pas à grand-chose. Ça peut avoir un impact comme ça. Ensuite, ça peut donner le sentiment que les forces russes, à un moment où il semblerait qu'elles ralentissent leur avance, qu'elles soient peut-être même en stagnation, eh bien elles se disent « Oula, il faut qu'on redynamise tout ça, on va essayer de motiver les troupes, on va montrer à tout le monde qu'on a encore de l'eau sous la quille. » Et ça peut être vu un peu comme un constat d'échec. Encore une fois, je n'ai pas les informations suffisantes pour juger, mais à un moment où vous avez un front assez immobile, ça peut être perçu comme ça et utilisé comme ça par la communication adverse. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est également possible que ce soit pour pallier un manque de missiles de croisière. Il y a eu beaucoup de Iskander tirés, peut-être qu'ils commencent à manquer. Ils se sont dit on va utiliser ça. À l'heure actuelle, seule chose que l'on peut dire, eh bien, c'est que si c'était rapport au buzz, le buzz n'a pas forcément si bien marché que ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement russe a fourni des images et ces images ont été prouvées comme n'ayant absolument rien à voir avec une frappe de Kinjal. Les images que vous voyez là sont des images qui proviennent de l'est de l'Ukraine. Je vous rappelle que la frappe de Kinjal supposée a eu lieu dans l'ouest et que ça a tapé quelque chose qui n'avait rien à voir avec surtout ces images ont plusieurs jours de retard. Donc si c'était pour faire un coup médiatique, eh bien ils n'ont pas fourni les images qui allaient bien avec. Image de drone, un Orlan 10 là. Donc d'un point de vue communication, c'est pas si bien travaillé que ça. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce missile. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que demain ils vont tirer sur Paris avec des missiles Kinjal, pas du tout. Mais l'idée c'est de bien comprendre ce type de matériel. Prenez du recul par rapport aux informations que vous pouvez voir en source ouverte. Et ce n'est pas, et j'insiste dessus, un armement facile à mettre en œuvre. On ne peut pas faire des raids où on tire 200 Kinjal d'un coup, c'est compliqué. Ils n'en ont pas forcément énormément, mais surtout, gros travail de préparation de mission. Et plus on va dans de l'armement complexe, plus c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est pour ça
que le tirer s'il n'y a pas forcément de raison, c'est donner des informations à l'Occident, donner des informations à l'OTAN pour les préparer à mieux le contrer dans le futur. Je vous dis excellent dimanche et fly safe.